Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir. Le grand format formellement identifié ont été traduits au conseil de discipline de cet établissement public. Nous reviendrons sur cette affaire de sextape qui fait fureur sur les réseaux sociaux et même dans la cité balnéaire. Les parents s'expriment. Principal promoteur de la foire Fomaric, le festival des arts et de la culture, précisant à l'organisation de ce festival n'ont toujours pas été versé. Au-delà de cela, la célébration de ses 50 ans de carrière semble se diriger tout droit vers à la sollicitation de cet artiste, cette icône de la musique camerounaise. Et puis affaire FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, le tribunal arbitral du sport reconnaît Seydou Mbonbondia, toutefois, arbitral du sport, pour que la vérité soit restituée. Du rendez-vous, nous ouvrons cette édition de l'information avec cette affaire de vidéos obscènes diffusées sur les réseaux sociaux et mettant en scène les films ont été traduits au conseil de discipline de cet établissement dans la ville de Kribi. Les uns condamnent, les autres parlent de dépravation de mœurs, une responsabilité parentale. Les précisions d'Albert Madola. Kribi, cité balnéaire, rien ne va plus. Depuis un certain temps, la cité balnéaire vit des phénomènes inhabituels et sa réputation. Et c'est pour ça que le proviseur du lycée bilingue de Kribi a convoqué ses enfants au conseil de discipline d'établissement qui se tient ce jour au lycée bilingue de Kribi. À la question c'est ça qui fait, c'est que les enfants n'ont plus peur de quelque chose. Avec les films qu'ils voient par-ci, par-là, des choses que les Blancs nous montrent alors qu'ils ne font pas ça. Je dis encore une fois de plus, la responsabilité, ce n'est surtout pas les parents qui sont responsables, ni les enseignants, mais c'est les enfants eux-mêmes. Les choses qui apparaissent dans les téléphones que nous, à notre époque, on ne pouvait même pas en présenter. De nos jours, même quand tu es couché les enfants ou... Au niveau de la préfecture, le préfet Nyorubelo a promis d'y voir clair dans cette affaire des vidéos obscènes. Et puis toujours en rapport avec cette affaire, le préfet du département de l'Océan, Bello Nou, entend voir plus clair. Une action est d'ailleurs annoncée sur le terrain, mais précédemment, l'affaire du porte-monnaie magique où plusieurs élèves de cet établissement ont été incriminés et sont pour l'instant en exploitation par les éléments de réunion de crise sous forme d'assemblée générale extraordinaire dans l'enceinte du lycée bilingue de Kribi. Ce sera le samedi 6 mars 2020, selon le chapitre des enseignements, pour parler précisément de l'arrêté du préfet du département du Vouri qui n'a pas entamé véritablement la volonté de la municipalité de Douala Premier de désinfecter les écoles maternelles sous son autorité à l'école publique de Deido dans l'arrondissement de Douala Premier où sont rendus nos reporters Patrick Ngouagnan et Patrice Foucault. Ces différentes écoles maternelles, 7 au total de la mairie de Douala Premier, sont restées fermées depuis lundi dernier, tel que stipulé dans ce communiqué adressé aux parents d'élèves et aux enseignants et signé par le maire dans la désinfection des lieux. L'école va reprendre. Ah bon, moi je vais non. Ah, on connaît comme ça pour la lutte. Ah bon? Oui. L'ouverture des dites écoles, tout en précisant le caractère illégal de la démarche municipale. Mais jusqu'ici, visiblement, rien n'est fait. On rentre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Quand ce virus est apparu au Cameroun, les écoles ont fermé. Quelque temps, secondaires de Douala Premier, même dans Douala, ont été désinfectés par les soins de la mairie de Douala Premier. Hier, au vu de l'évolution de la cour, pour rendre les lieux de fréquentation des enfants plus propres. Tout porte à croire que la volonté de la municipalité de Douala Premier d'assainir les écoles maternelles de son arrondissement
a pris le pas sur la nécessité du préfet Benjamin Boutou de faire respecter la loi. Au demeurant, les cours reprendront certainement le lundi 8 mars prochain, tel que décidé par le maire. De cette descente sur le terrain du super-maire de la ville de Douala, le Dr Roger Mbassa Ndine et ses équipes ont sillonné ce mercredi les principales artères du centre commercial d'Aqua à l'effet de procéder au lancement de campagne. Rien n'a véritablement changé dans les espaces, précisément au lieu dit boulevard du 27 août, encore appelé activité, comme si aucune autorité n'a séjourné quelques heures plus tôt dans ces hauts lieux de commerce à ciel ouvert. Reportage. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Au lieu dit boulevard du 27 août à Douala Aqua, encore appelé marché chinois, 24 heures seulement après le lancement de la campagne de sensibilisation en vue de la libération des trottoirs initiée par la mairie de la ville de Douala. Les commerçants exerçant ici vaquent paisiblement à leur occupation ce jeudi matin sans inquiétude aucune. Ces espaces pourtant réservés aux piétons continuent d'être occupés et utilisés par ses propriétaires de magasins et autres. Donc il y a beaucoup de familles qui s'en sortent ici à la douche, mais étant donné que nous sommes ici, ça date depuis des années, et du coup on se bat comme ça, on se demande aussi la pente. Au-delà de cet état des choses, ces opérateurs du secteur informel avouent être en marge de la loi. Dans les années antérieures, c'était un peu exagéré. C'était comme on était au front dans notre propre pays. Parce qu'il fallait être avant ou après parti pour suivre les agents de la commune et de la communauté. Toutefois, ces vendeurs à la sauvette et commerçants d'un genre particulier précisent être obligés de s'établir sur les trottoirs, faute d'avoir trouvé de la place pour leur commerce ailleurs. Parce qu'on n'a pas trouvé ailleurs, on sait qu'on se bat ici, on sait qu'on trouve notre petit pain ici, c'est pour ça qu'on insiste. Personne n'est fier de vendre sur le soleil. C'est un peu dans ça. Malgré leurs nombreuses doléances, la mairie de la ville de Douala a engagé une vaste campagne de sensibilisation pour la libération des trottoirs. Objectif, lutter contre le désordre urbain, restaurer toute sa beauté à la capitale économique du Cameroun, Douala, mais surtout permettre aux piétons de circuler aisément sur les trottoirs. Seulement, une question reste en suspens. Cette autre campagne va-t-elle être efficace sur le terrain quand on sait que le précédent exécutif communautaire a mené ici moult actions pour libérer les terres de magasins? Et puis nous rentrons dans la culture en parlant du comité d'organisation du festival Fomaric devenu culte dans la capitale économique du Cameroun, Douala, qui signe du gouvernement face à cette initiative qui date depuis plus de 25 ans aujourd'hui est reconnue d'utilité publique par le chef de l'État, Paul Biya. Le festival Fomaric, hormis le soutien de la mairie de la ville de Douala, ne bénéficie pas de l'accompagnement des pouvoirs publics. Jean-Jamais Yedna et Patrice Foucault pour les précisions. Rendu à la dernière ligne droite du festival Fomaric, édition 2021, c'est un promoteur visible. Ce que nous vivons aujourd'hui, la pandémie du coronavirus qui cause beaucoup de problèmes à tous les événements, pas seulement le mien. Parce que si vous regardez le site, vous constaterez que l'affluence en exposant n'est pas l'affluence habituelle. Mais au-delà de la crise sanitaire, le festival Fomaric se meurt à petit feu. C'est du moins le constat de ces opérateurs économiques et des inconditionnels festivaliers normaux. Qui sont importants, qui sont loués chaque jour, un grand hall. Même les banques qui doivent m'accompagner difficilement me tournent en bourrique. Pourtant, reconnu d'utilité publique par le truchement du chef de l'État, mais paradoxalement, on commence à travers un dossier
pour demander l'accompagnement de la reconnaissance d'utilité publique, parce que je croyais que, je le crois toujours, que quand on a l'utilité publique, c'est quelque chose qui doit être accompagné par l'État, par le gouvernement. Bon, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore de suite par rapport à cet accompagnement. J'ai appris qu'il y a eu des correspondances qui sont allées vers certains ministères pour l'accompagnement, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas été reçu par un quelconque ministère par rapport à cet accompagnement. Et que dire de la célébration des 50 ans de carrière musicale de ce vétéran de la musique camerounaise, Nkoti François? Je pense avoir fait pour ce pays, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine politique. Et aujourd'hui, avec cet événement de ma vie, parce que j'ai décidé d'organiser l'événement de ma vie, pour marquer d'une empreinte indélébile le cinquantenaire de sa carrière musicale, Desto Peller organise 2 soirées privées d'inégales dédicaces à Douala et à Yaoundé, respectivement les 12 et 19 mars prochains, et une messe d'action de grâce dans son Susana. Le Premier ministre du gouvernement qui a eu un dossier d'ici là, la présidente de la République également, mais je ne force personne. J'ai 50 ans de carrière musicale dans les 70 ans de vie que j'ai. J'invite tous ceux qui m'ont connu, tous ceux qui ne m'ont pas connu, tous ceux qui m'ont aimé, tous ceux qui m'ont aimé, de nous soutenir dans cet événement. Président Desto, et si vous étiez face au chef de l'État? Et mon président national dans le parti, mon président de la République, que j'ai toujours eu à soutenir. Je demande aussi son soutien. Je lui dis, Monsieur le Président, j'organise les 50 ans de ma carrière musicale et je demande votre soutien. Merci. Le coup de gueule donc de ce grand nom, cette icône de la musique camerounaise, à la fois promoteur du festival Fomaric devenu culte à Douala, mais aussi à la chose, nous mettons le cap dans la région de l'ouest du Cameroun où l'alerte a été lancée dans cette partie du triangle national par la délégation régionale de l'élevage, des pêches et des industries aviaires. Les éleveurs ont été exhortés à redoubler de vigilance. Des précisions de Priscille Messiné et de Herbert Kwamo. A été initié par les autorités sanitaires vétérinaires de la délégation régionale d'élevage, des pêches et des industries animales de la région de l'Ouest. En place les mesures de biosécurité au niveau de sa ferme. Un éleveur, quand il va produire sa provente, doit s'assurer de toutes les mesures d'hygiène qui vont éviter une éventuelle apparition. La clé de voûte doivent effectivement être ceux-là qui se mettent en premier devant pour ce combat-là. Donc nous avons également, ils ne sont pas les seuls, les autres acteurs, les accouveurs qui importent les poussins, qui produisent les poussins localement également, qui importent les œufs à couver. Ces accouveurs doivent faire preuve d'une certaine responsabilité en suivant les circuits officiels autorisés, afin que, voulant faire des bénéfices personnels, que les uns et les autres, tous les acteurs ne puissent mettre en mal l'ensemble de la filière. Donc chacun. En effet, depuis février 2021, le Nigeria a informé l'Organisation mondiale de la santé animale de l'existence d'un foyer à grippe aviaire sur son territoire. Et compte tenu de la proximité de la survenue de contamination des volailles à partir de ce foyer épidémique nigérian, chaque acteur de la filière avicole a été placé devant ses responsabilités. Nous avons mis en place un système de renseignement pour éviter que la maladie ne s'introduise encore, parce que depuis février, le Nigeria a annoncé la grippe aviaire chez lui, et nous, par acteurs, d'avoir du renseignement pour que chaque produit a entré au quartier pour connaître tous les acteurs qui travaillent de manière clandestine, pour qu'ils se signalent,
Parce que si une grippe aviaire arrive encore, c'est une catastrophe pour l'agriculture. Il sera question pour eux de renforcer la surveillance, le contrôle, tout en respectant les règles de biosécurité. Les actions qui sont d'ores et déjà engagées par l'interprofession agricole pour accentuer la sensibilisation contre cette pathologie sur le terrain. L'on a encore en mémoire les ravages engendrés dans les années 2006 à 2016 par la grippe aviaire, donnant lieu à des pertes financières s'élevant à plusieurs centaines de milliards de francs CFA et des milliers de volailles décimées. Et puis dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, ce sont certains responsables du ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui étaient à l'école de la performance de la faveur d'un renforcement de capacité sur la Mohamed et Soumbade. Nous reparlons de cette activité qui se tiendra aussi cette année dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, notamment ses responsables du ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui était à l'école de la performance, un renforcement des capacités voulu par le patron de ce département ministériel qui a porté sur la gestion des projets, la planification, la mise en œuvre, mais surtout l'évaluation de ces projets. Le point avec Jean-Oscar Libok et Mohamed Essoumadou. L'administration ne faut que se trouve dans les hommes et la main. Au terme de la mise en œuvre du renforcement des capacités de certains responsables du ministère de l'Habitat et du Développement urbain sur la gestion des projets, été mis sous ce chemin de pouvoir, dans nos localités respectives, de pouvoir facilement identifier un projet, de pouvoir apporter tout ce qu'il faut comme outil de management de projets, comme outil de maturation de projets, et d'amener des projets matures au bail de fonds pour un financement éventuel. Et en rotation de compétences que tous ont eu à produire et la satisfaction est réelle. Eux-mêmes ont décliné les différents outils qu'on leur a donnés pour gérer, n'est-ce pas, à bon escient un projet à travers les 3 cycles qui consistent à la planification, la mise en œuvre et au suivi, évaluation. Donc je peux dire que nous sortons de cet atelier étant totalement satisfaits parce que les apprenants eux-mêmes nous ont fait part de leur satisfaction. Durant 2 jours, ces cadres du ministère de l'Habitat et du Développement urbain ont réussi à booster leurs connaissances dans la gestion, la planification, mise en œuvre, suivi et évaluation des projets. Désormais, ils sont capables d'identifier les éléments essentiels du terme de référence, l'évaluation des projets et c'était le but principal à viser. Organiser autour d'un réseau. Nous restons dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, et nous mettons le cap dans l'enceinte du campus universitaire de Yaoundé de Assoa, où on prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, et qui se célèbre très souvent le 8 mars de chaque année. Cette institution universitaire a déroulé le tapis rouge aux femmes des sciences de cette institution. Le point davantage pour ainsi édifier les autres dames sur le leadership féminin, mais davantage le leadership des femmes de sciences en la matière, Amambi Singomo et Bertrand Ngoula. Scientifique des femmes universitaires, sous la tutelle de la faculté des sciences économiques et de gestion, les femmes de l'université de Yaoundé 2 Assoa ont décidé d'être la clé d'un développement durable au Cameroun. Ici, nous avons une faculté de sciences économiques et de gestion. C'est justement là qu'on doit s'occuper des problèmes de développement. Tous les problèmes relatifs au développement. Et c'est une bonne chose que ces réseaux de femmes s'occupent de ce problème-là, parce que la femme est à la source de la vie humaine. Par conséquent, la femme se préoccupe plus que tout le monde du succès de la vie qu'elle crée.
Selon les données des Nations Unies, moins de 30% des chercheurs scientifiques dans le monde sont des femmes. C'est pourquoi, à l'université de Yaoundé 2, pour célébrer les réalisations des femmes dans le domaine scientifique et encourager la participation des filles à l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, il faut une approche pluridisciplinaire. Une seule discipline, une seule sensibilité ne peut pas répondre à tous les besoins de l'humain. Ainsi, nous avons ce réseau qui est multidisciplinaire et qui nous permet de questionner les besoins et les aspirations des populations en termes de développement durable et même les effets des approches qui sont implémentées pour l'atteinte du développement durable. Mais dans la plupart des cas, les femmes ont été peu reconnues et ont fait l'objet de discrimination de la part de leurs pairs masculins. Elles se sont battues pour faire avancer les connaissances scientifiques et briser les barrières entre les sexes. Et aujourd'hui, leur découverte et leur réalisation continuent d'inspirer d'innombrables autres personnes à poursuivre une carrière scientifique. Nous étions 11. Il y avait un chargé de cours et 8 monitrices et assistantes sans thèse. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, nous avons 3 professeurs agrégés CAMES. Nous avons 12 chargés de cours, dont la plupart sont maîtres assistants CAMES. Nous avons également 12 thèses qui ont été soutenues dans le cadre du RESFUGE, avec l'aide du RESFUGE. Donc ça veut dire que je pense qu'en 8 ans, en moins de 10 ans, nous avons fait beaucoup et nous ambitionnons de faire encore plus. Ces femmes œuvrent désormais au rayonnement scientifique de l'université de Yaoundé 2 à Soua. Et puis dans la région du sud du Cameroun, le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs vient d'y séjourner une visite de travail qui lui a permis d'échanger avec les principaux responsables des services déconcentrés de ce département ministériel. C'est dans le strict respect des mesures barrières que le secrétaire général du ministère du Tourisme a ouvert les travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du Mintour. L'objectif pour les responsables de ce département ministériel est de sensibiliser les agents des services déconcentrés et de renforcer leur capacité sur les procédures d'organisation des activités dans leurs différents services, de collecter les statistiques et d'élaborer les plans d'action en cohérence avec les programmes du ministère et de mettre en place un système d'information pertinent et efficace permettant de mieux gérer la remontée des informations des services déconcentrés vers la hiérarchie. Le tourisme de loisirs est l'un des secteurs les plus affectés par la pandémie. Mais malgré cet environnement très difficile, le ministère du tourisme de loisirs a sécurisé au cours de l'année 2021 un certain nombre d'activités qui ont permis au ministère d'être résilient. Il était donc important, comme à l'accoutumée, qu'après un certain temps, qu'on puisse se rencontrer ensemble afin de faire un montage d'expérience et de travailler ensemble sur des dossiers prioritaires sur lesquels nous allons travailler pour la durée afin de mieux vitaliser ce secteur. Dans la perspective de la modernisation du processus de préparation et d'exécution et du suivi du budget, conformément aux exigences de la gestion axée sur la performance de l'administration, le secrétaire général du ministère du Tourisme a relevé quelques insuffisances, notamment dans la collecte et la transmission des statistiques. Le retard observé et parfois non justifié du passage de certains dossiers à la Commission nationale technique. Et nous avons suivi le thème à l'aune de la nouvelle stratégie de développement qui a été adoptée par le gouvernement camerounais, mais aussi la grande réforme sur la décentralisation qui impose aux administrations aujourd'hui de se redéfinir et donc de repenser le positionnement afin de mieux accompagner ces nouvelles entités dans les missions de développement financier. Donc c'est pour cette raison que le ministère du Tourisme et des Loisirs a bien vu cette conférence sur cette année. En procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère du Tourisme, Paul Dioro Amamoun, a rappelé aux participants les défis qui interpellent ce département ministériel en 2021, à savoir la redynamisation des services du Mintour et du secteur du tourisme et des loisirs. Tout ceci figure parmi les dossiers prioritaires du plan d'action du dit ministère.
Nous parlons également de sport et principalement de l'affaire Fédération camerounaise de football. Le tribunal arbitral du sport TAS reconnaît Seydou Mbondia comme président intérimaire de l'instance fêtière du football camerounais tel que voulu par la Fédération internationale de football association, la FIFA. Une nouvelle mal appréciée par le sénateur Albert Bida, président du comité provisoire exécutif de la Fédération camerounaise de football, qui entend attaquer cette décision. Retour sur cette sortie d'Albert Bida, Zobel Apollinaire. Le tribunal arbitral du sport s'est finalement prononcé sur le cas de la Fédération camerounaise de football sur la base du rapport à lui présenté par la FIFA concernant l'exécutif de M. Seydou Mbondia. Le TAS prend acte de la décision de l'instance fêtière du football mondial de maintenir en place le président de la tour de contrôle de Tinga et son équipe jusqu'à l'élection du tout nouveau bureau exécutif. Une pilule amère difficile à avaler par le camp de Albert Bida, dont la sortie ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué rendu public hier, mercredi 3 mars 2021, le président du comité exécutif provisoire fustige l'attitude de la FIFA qui aura pesé de tout son poids pour que Seydou Mbondia soit maintenu à ce poste de responsabilité. Il parle de violation des statuts en mettant en avant les articles 19 et 59 des statuts et règlements de l'instance fêtière du football mondial qui dispose que la Fédération internationale de football association ne reconnaît pas les organes d'une association membre n'ayant pas été élue ou nommée. Face à cette décision de la FIFA de reconnaître un exécutif dont l'élection a été annulée, le président du comité exécutif provisoire entend porter l'affaire auprès du TAS dès ce jeudi 4 mars 2020. Un autre rebondissement dans cette crise qui secoue l'instance fêtière du football camerounais depuis plusieurs mois maintenant. Hors de nos frontières, nous nous rendons en Éthiopie pour parler de cette affaire de massacre des civils au Tigré. Ce sont tous des survivants qui pleurent leurs proches disparus. Dans le village de Dengola, 164 civils ont été tués, pour la plupart le 30 novembre dernier, au lendemain d'une grande fête religieuse. Cette femme a découvert les corps inertes de son mari, de ses fils et de ses neveux. J'aurais préféré mourir que de vivre pour voir cela. Mais je ne peux pas me suicider. Un massacre passé sous silence pendant près de 3 mois, le gouvernement éthiopien ayant restreint l'accès au Tigré. Désormais, les villageois racontent l'arrivée discrète des soldats à pied, leur langue érythréenne, ces centaines d'habitants cachés dans l'église sur les hauteurs de Dengola. En vain, les hommes et les garçons sont arrêtés puis abattus. Après le départ des soldats, les survivants signalent les fosses communes d'une peinture bleue, espérant qu'un satellite les repère. Le prêtre local regrette le silence des dirigeants de l'église orthodoxe éthiopienne. Les responsables de l'église, on les écoute dans les médias. Ils disent que les églises du Tigré, les gens du Tigré ne font pas partie de leur peuple. Lorsque ces gens meurent, ils ne disent rien. C'est un signe qu'ils craignent pour leur vie. Dengola serait loin d'être un cas isolé. Selon Amnesty International, au même moment, plusieurs centaines de civils auraient été tués par des soldats érythréens plus au nord de la région, à Aksum. Des révélations en contradiction avec le discours des autorités éthiopiennes qui ont toujours nié une présence militaire érythréenne au Tigré. Aucun doute pourtant chez les survivants. Ce genre de crime est fait pour nous exterminer, pour nous humilier, nous faire tomber sous leur coupe. Amnesty International demande désormais une enquête des Nations Unies. Et puis toujours à l'international, élections législatives en Côte d'Ivoire, la campagne sur le terrain continue paisiblement sans violence. D'ailleurs, le fait majeur de cette campagne qui entend s'achever dans les tout prochains jours. Yopougon, la circonscription la plus peuplée du pays, bastion historique du FPI de Laurent Gbagbo, mais repris par le RHDP d'Alassane Ouattara depuis l'arrestation de l'ex-président. Après 10 ans de boycott, les pro-Gbagbo reviennent dans l'arène politique. Une bonne nouvelle pour les habitants. Je pense que c'est bien pour l'avancée de la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Que tous les partis opposants participent aux élections, c'est tout à fait normal, mais c'est très bon. Si ça peut continuer comme ça serait bon.
Au QG de campagne, les 6 candidats d'opposition se réunissent pour peaufiner leur stratégie. Le PDCI d'Henri Conan-Bédier et la plateforme Pro-Gbagbo EDS présentent une liste unique. Et pour reprendre Yopougon, ils alignent des poids lourds avec notamment le président d'EDS et Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président. Le rapprochement entre le PDCI et le FPI, il s'agit là d'une opportunité historique. Avec cette coalition électorale, nous avons la possibilité d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et on ne peut pas laisser passer cette opportunité. Celui qui aimerait se faire un prénom en politique n'entend pas faire de la figuration. Mais face à la coalition d'opposition, il y a un ministre du parti au pouvoir, Gilbert Kafana-Koné, et le député sortant, mais aussi le maire de Yopougon. Il réfute l'idée selon laquelle la commune serait un fief de Laurent Gbagbo. Attendons le 6 mars pour donc vérifier cela. Ce qui est sûr, c'est que Yopougon n'appartient à personne en particulier. Le match n'est intéressant que si vous avez en face des adversaires de taille. Donc nous sommes totalement confiants. Nous les respectons, mais nous sommes confiants. À Yopougon, le match s'annonce disputé et les résultats seront scrutés à la loupe. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.